Je n'ai pas volé ma propre voiture. C'était la toute première phrase que j'ai lancée à l'officier de police alors que ma sœur se tenait à 3 mètres de moi, pleurant à chaudes larmes comme si j'avais ruiné sa vie. Je m'appelle Camille Lefebvre. J'avais 32 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, je croyais sincèrement qu'être la fille responsable signifiait accepter le manque de respect, payer des factures qui n'étaient pas les miennes et prétendre que la loyauté familiale devait ressembler à un deuxième emploi à plein temps. J'avais payé le loyer de ma sœur plus de fois que je ne pouvais les compter. J'avais épongé ses dettes de carte bancaire lorsqu'elle pleurait en disant qu'il ne lui restait qu'un mauvais mois avant de tout perdre. J'avais couvert ses frais de retard, ses remboursements de prêts, ses factures d'électricité, ses courses et même une fois un dépôt de garantie parce qu'elle avait oublié d'épargner. Et parce que je continuais à l'aider, tout le monde supposait que je le ferais toujours. Puis, elle a pris ma voiture sans véritable permission, l'a accidentée, et quand la police est arrivée, elle ne leur a pas dit qu'elle avait été imprudente. Elle ne leur a pas dit que je l'avais suppliée de ne plus toucher à mes affaires. Elle m'a pointé du doigt et a dit que je l'avais autorisée à la prendre. Mes parents sont arrivés et n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils se sont précipités à ses côtés, ont regardé la Peugeot 308 épave que j'avais mis 5 ans à rembourser, et ont décidé d'une manière ou d'une autre que j'étais le problème. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu complètement silencieux. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste du silence. Parce que lorsque les gens confondent votre gentillesse avec un droit de propriété, le seul cadeau qu'il reste à leur offrir est la vérité enveloppée dans les conséquences. Pendant des années, ma sœur Chloé avait un don pour transformer ses urgences en la responsabilité de tous les autres. Elle ne demandait jamais d'aide comme une personne normale. Elle créait des catastrophes, puis attendait que nous paniquions tous assez pour venir la sauver. Si son loyer était en retard, c'était parce que son manager avait réduit ses heures. Si sa carte de crédit était au plafond, c'était parce qu'elle n'avait pas le choix. Si elle empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais, elle agissait comme si elle était blessée que quelqu'un s'en souvienne. J'étais devenue la solution automatique de la famille. Mes parents m'appelaient avec les mêmes répliques fatiguées à chaque fois. C'est ta sœur, disait ma mère, tu es plus douée avec l'argent, tu sais comment elle est. Mon père ajoutait toujours, aide-la juste cette fois, Camille, nous lui parlerons après ça. Mais la discussion n'avait jamais lieu. Les conséquences n'arrivaient jamais. Seule la facture arrivait, d'une manière ou d'une autre, elle me trouvait toujours. Le pire, c'est que je les avais aidés à agir ainsi. Je pensais que dire oui me rendait généreuse. Je pensais qu'être utile signifiait être aimée. Je travaillais comme responsable logistique pour une entreprise de matériel médical à Lyon, passant mes journées à régler des retards d'expédition, à résoudre des problèmes d'emploi du temps et à m'assurer que tout le monde avait ce dont il avait besoin. Puis je rentrais à la maison et je faisais la même chose pour ma famille. Je sautais des vacances parce que ma sœur avait besoin de payer son loyer. Je retardais le remplacement de mon vieil ordinateur portable parce qu'elle avait besoin d'un nouveau téléphone. Une fois, je lui ai donné ma carte de crédit de secours parce qu'elle avait promis de ne l'utiliser que pour l'essence. Elle a acheté des places de concert. Au moment où l'histoire de la voiture est arrivée, j'étais épuisée d'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Ma voiture était la seule chose que je protégeais. C'était une Peugeot 308 grise. Rien de luxueux, mais elle était à moi. Je l'avais remboursée par anticipation, j'avais gardé chaque reçu d'entretien et je la considérais comme ma liberté sur roue. Ma sœur connaissait ma règle. Personne ne la conduisait à moins que je ne sois présente. Elle avait déjà démoli une voiture empruntée pendant ses études et avait convaincu nos parents que c'était de la malchance. Je refusais de devenir sa prochaine histoire de malchance. Ce vendredi-là, alors que je terminais une longue garde, son SMS est arrivé. J'emprunte ta voiture ce soir, j'en ai besoin pour quelque chose d'important, ne flippe pas. Mon estomac s'est noué. Je l'ai appelée immédiatement. Elle m'a ignoré. J'ai rappelé. Rien. Puis elle a envoyé, relax, tu es toujours aussi dramatique. J'ai répondu, ne prends pas ma voiture. Je n'ai jamais dit oui. Pas de réponse. Quand je suis rentrée chez moi, ma place de parking était vide.
Je suis restée là à fixer le rectangle sombre de l'asphalte où ma voiture aurait dû se trouver, tenant mes clés comme une idiote. J'ai appelé mes parents avant tout le monde. C'était mon erreur. Ma mère a soupiré comme si elle avait déjà choisi son camp. Camille, elle en avait probablement juste besoin pour un petit moment. J'ai dit, maman, elle a pris ma voiture après que je lui ai dit de ne pas le faire. Ma mère a baissé la voix. N'en fais pas une affaire judiciaire, elle est sous pression. Puis mon père a pris la ligne. Ta sœur n'a pas besoin d'un autre sermon ce soir, calme-toi. À 1h48 du matin, mon téléphone a sonné. Le nom de ma sœur s'est affiché sur l'écran. J'ai répondu à la première sonnerie. Il y avait du vent, du trafic, une sirène lointaine, et sa respiration rapide et saccadée. Camille, a-t-elle dit, ne sois pas fâchée. Ces 4 mots m'ont tout dit. Où es-tu, ai-je demandé. Elle a commencé à pleurer. J'ai percuté quelque chose. Ma bouche est devenue sèche. As-tu percuté une personne, ai-je demandé. Non, a-t-elle répliqué, mon Dieu, pourquoi demanderais-tu cela? Parce qu'avec elle, j'avais appris à vérifier le pire en premier. Elle m'a donné un carrefour près de la périphérie de la ville, puis a ajouté, tu dois venir ici et régler ça. Pas de, je suis désolée, pas de, est-ce que tu vas bien, juste, règle ça. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas appelé parce qu'elle avait peur. Elle avait appelé parce que la facture était arrivée et qu'elle voulait me la remettre avant que l'encre ne soit sèche. La scène de l'accident était pire que ce que j'imaginais. Des gyrophares bleus et rouges rebondissaient sur la chaussée mouillée. Ma voiture était tordue contre un panneau de signalisation plié. Le pare-choc avant était écrasé vers l'intérieur, de la vapeur s'échappait du capot. Des morceaux de plastique brillaient sur la route. Un pneu était de travers, et je savais avant même que quiconque ne me le dise que la voiture était probablement morte. Ma sœur se tenait près de l'ambulance avec une couverture sur les épaules, l'air petite, blessée et parfaitement mise en scène. Dès qu'elle m'a vue, ses larmes sont devenues plus lourdes. Je courus vers elle en premier parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. « Es-tu blessée ?» ai-je demandé. Elle a détourné le regard. « Je vais bien. » Que s'est-il passé? Ses yeux ont glissé vers l'officier à proximité. « S'il te plaît, ne commence pas. » Cela aurait dû m'alerter. L'officier s'est approché avec un carnet et m'a demandé si j'étais la propriétaire enregistrée. J'ai dit oui. Et m'a demandé si j'avais donné la permission à ma sœur de conduire la voiture. J'ai dit non. Son expression a légèrement changé. Il l'a regardée. Elle a immédiatement pleuré plus fort. Ce n'est pas vrai, Camille me laisse l'utiliser tout le temps, elle savait que je l'avais ce soir. Je me suis tournée vers elle, stupéfaite. Quoi? Elle continuait de regarder l'officier, pas moi. Je lui ai envoyé un message, elle n'a dit non que plus tard, elle fait toujours ça, elle fait comme si elle aidait, puis quand quelque chose ne va pas, elle prétend qu'elle n'a jamais accepté. C'était un mensonge si propre. C'est ce qui m'a le plus choqué. Ce n'était pas brouillon ou paniqué. C'était organisé. Elle l'avait construit sur juste assez de vérité pour paraître crédible. Oui, elle m'avait envoyé un SMS. Oui, j'avais répondu. Mais elle avait déjà pris la voiture, ignoré mes appels et fait exactement ce qu'elle faisait toujours. Agir d'abord, pleurer ensuite, puis laisser tous les autres gérer les débris. J'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. J'ai les messages, ai-je dit, elle m'a envoyé un SMS après l'avoir prise, je lui ai dit de ne pas la conduire. Le visage de ma sœur a changé pour la première fois cette nuit-là. Sa peur semblait réelle. L'officier a lu les messages et la douceur a quitté son expression. Il lui a demandé si elle avait eu la permission du propriétaire avant de conduire le véhicule. Elle a sangloté plus fort. Je pensais la voir, elle m'embrouille, elle me fait toujours passer pour une folle. Quand les faits ont échoué, elle est devenue fragile. Puis elle a dit, elle m'a donné les clés plus tôt cette semaine, elle m'a dit que je pouvais l'utiliser n'importe quand parce que je traverse une période difficile. Mon sang n'a fait qu'un tour. Plus tôt cette semaine, elle était venue dans mon appartement pour pleurer à cause du loyer.
J'étais allée dans ma chambre pour un appel professionnel. Ma clé de secours était sur le crochet de la cuisine. Le lendemain matin, elle avait disparu, et j'avais pensé que je l'avais égarée. Elle l'avait prise. Avant que je ne puisse parler, une autre voiture s'est garée. Mes parents sont arrivés et ont couru vers elle en premier. Ma mère a entouré ma sœur de ses bras. Mon père a regardé ma voiture démolie, puis moi. « Que as-tu fait ?» a-t-il demandé. « Pas, que s'est-il passé ?» Pas, est-ce que tu vas bien? Que as-tu fait? J'ai dit, elle a volé ma clé de secours, a pris ma voiture, l'a accidentée et maintenant elle ment à la police. Ma mère m'a lancé un regard noir. Comment peux-tu dire ça en ce moment? Regarde là. Je l'ai regardée. J'ai regardé ma sœur enveloppée dans une couverture dont elle n'avait pas besoin, se cachant dans une inquiétude qu'elle n'avait pas méritée. J'ai regardé mes parents la protégeant déjà des conséquences. Puis j'ai regardé ma voiture détruite et j'ai réalisé que personne ne me protégeait. Alors, pour la première fois, je n'ai pas adouci ma voix. Je dépose une plainte, ai-je dit, pour usage non autorisé, pour l'accident et pour fausse déclaration si elle continue de mentir. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Mon père s'est approché. Ne t'avise pas d'en faire une affaire criminelle. Je l'ai regardé et j'ai dit, elle l'a déjà fait quand elle a appelé les flics et a menti sur moi. Ma sœur a levé son visage larmoyant. Si tu fais ça, a-t-elle chuchoté, tu vas me détruire. Cette phrase ne m'a pas fait hésiter. Elle a tout confirmé. Elle comprenait parfaitement les conséquences. Elle croyait simplement qu'elles étaient censées arriver aux autres. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. 43 appels manqués, 21 SMS, 3 messages vocaux de ma mère. Mon père a envoyé un message. Nous devons parler avant que tu ne ruines cette famille. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. Pas avant qu'elle ne ruine cette famille. Pas avant qu'elle ne ruine ta vie. Avant que tu ne ruines cette famille. Dans leur version, la vérité était la menace. La responsabilité était l'arme. Mon silence avait été la paix. Et maintenant que j'avais parlé, ils appelaient cela de la destruction. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé mon assurance, puis le bureau de mon immeuble pour les images de vidéosurveillance, puis un serrurier pour changer chaque serrure de mon appartement. Mes mains tremblaient, mais je continuais d'avancer. Pendant des années, chaque fois que ma sœur créait un désastre, je me figeais émotionnellement et commençais à résoudre les problèmes de manière pratique. Cette fois, j'ai utilisé cette même compétence pour moi-même. J'ai enregistré des captures d'écran, téléchargé les journaux d'appel et écrit une chronologie pendant que la nuit était encore fraîche. Le SMS, les appels ignorés, la place de parking vide, l'appel de l'accident, le mensonge sur place. À midi, je ne tenais plus une histoire. Je construisais un mur. Les images du parking sont arrivées cet après-midi-là. Elle était là, à 20h17, entrant dans mon immeuble avec sa capuche relevée et repartant 3 minutes plus tard avec ma clé de secours à la main. À 20h22, elle déverrouillait ma voiture et partait. J'ai regardé le clip 4 fois. On m'avait traité de dramatique si souvent que les preuves étaient comme de l'oxygène. Puis j'ai vérifié mes virements bancaires. Je ne les avais jamais additionnés parce que j'avais peur du chiffre. Paiement de loyer, sauvetage de carte de crédit, facture, prêt d'urgence, virement Lydia avec des notes comme « C'est la dernière fois je te jure ». Sur 4 ans, je lui avais donné un peu moins de 35 000 euros. 35 000 euros à quelqu'un qui s'était tenu sous les lumières de la police et avait essayé de me rendre responsable de son crime. À 16h, mes parents se sont présentés à mon appartement. Ma caméra de sonnette montrait ma mère se tenant trop près de l'objectif. Mon père derrière elle, les bras croisés. Je n'ai pas ouvert la porte. Ma mère a frappé quand même. Camille, arrête de te cacher, nous savons que tu es là. Mon père a dit, ça a été assez loin, ta sœur est terrifiée. Bien sûr qu'elle était terrifiée. Les conséquences avaient trouvé son adresse. J'ai parlé via le haut-parleur de la sonnette. Je ne discute pas de cela sans un avocat. Le visage de ma mère s'est tordu.
Un avocat contre ta propre sœur. Non, ai-je dit, pour moi-même. Mon père s'est penché vers la caméra. La famille n'est pas un tribunal, Camille. J'ai répondu, alors arrêtez de me traiter comme si j'étais coupable sans procès. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a fait une erreur, tu peux remplacer une voiture, tu ne peux pas remplacer une sœur. J'ai regardé le nouveau verrou et j'ai dit, je n'essaie pas de la remplacer, je lui supprime l'accès à ma vie. Ils sont restés 12 minutes à frapper, supplier, menacer, et sont finalement partis après que mon père a dit, si tu vas jusqu'au bout, ne compte pas sur nous pour te soutenir. C'était censé me faire peur. Au lieu de cela, cela a clarifié quelque chose. Il ne m'avait jamais soutenu. Ils s'étaient tenus sur moi, utilisant ma patience comme plancher sous leur fantasme familial. Ce soir-là, j'ai rencontré une avocate nommée Maître Isabelle Roche. Elle a écouté, a pris des notes et a posé des questions précises. Est-ce que ma sœur vivait avec moi? Non. Avait-elle une autorisation écrite pour utiliser le véhicule? Non. Avais-je la preuve que je lui avais dit de ne pas le faire? Oui. Avait-elle des antécédents d'emprunt d'argent non remboursés? Oui. Quand je lui ai montré les images du parking, Isabelle a dit, c'est important. Quand je lui ai montré les SMS, elle a dit, c'est encore mieux. Quand je lui ai montré les virements bancaires, elle a expiré et a dit, Camille, ce n'est pas un incident isolé, c'est un schéma répétitif. Ce mot m'a frappé fort. Un schéma. Pas de la malchance. Pas un drame familial. Un schéma. Isabelle m'a expliqué mes options. Coopérer avec la police, déposer une plainte au civil pour les dommages non couverts par l'assurance, envoyer une lettre de mise en demeure formelle pour les prêts documentés, et exiger que ma famille cesse de me contacter directement. Puis elle a dit, les gens qui bénéficient de votre silence applaudissent rarement quand vous commencez à parler. Je lui ai demandé si j'étais cruelle. Isabelle m'a regardée et a dit, la cruauté n'est pas de refuser de porter les conséquences de quelqu'un d'autre, la cruauté est de vous demander de les porter pour toujours. J'ai quitté son cabinet avec un dossier à la main et un calme étrange dans la poitrine. Ma sœur avait donné un mensonge à la police. Mes parents m'avaient donné un ultimatum. Alors, j'ai décidé de leur offrir un petit cadeau en retour. Chaque reçu, chaque message, chaque clip vidéo, chaque virement, chaque morceau de vérité qu'ils avaient passé des années à prétendre ne pas voir. Le cadeau n'était pas dramatique au début. C'était un classeur. Un simple classeur noir avec des onglets étiquetés. Parce que si j'avais appris quelque chose de ces années à réparer les gâchis des autres, c'était que l'organisation pouvait être plus terrifiante que la colère. Onglet 1, la voiture. Onglet 2, les SMS. Onglet 3, l'argent. Onglet 4, les témoins. Onglet 5, les limites. J'ai imprimé les captures d'écran du parking montrant ma sœur prenant la clé de secours. J'ai imprimé mes messages lui disant de ne pas conduire ma voiture. J'ai imprimé le numéro d'incident de la police, la déclaration d'assurance et 4 ans de virement. Je ne m'attendais pas à récupérer chaque euro, mais je voulais que mes parents voient la taille du trou qu'ils me demandaient sans cesse de combler. Isabelle a envoyé une lettre formelle à ma sœur exigeant qu'elle conserve toutes les communications liées à l'accident et cesse de faire de fausses déclarations sur mon consentement. Elle a envoyé une autre lettre à mes parents expliquant que les menaces, la pression ou l'interférence devaient cesser. Le langage était poli, professionnel et plus froid que de l'eau glacée. Ma sœur a réagi exactement comme prévu. D'abord sont venus les appels de panique, puis les insultes, puis les messages de victimes sur les réseaux sociaux. Elle a écrit en ligne, c'est fou comme la famille peut se retourner contre vous quand vous êtes déjà au plus bas. Elle n'a pas mentionné la clé volée, l'accident, la police ou le mensonge. Juste une tristesse vague, parfaitement emballée pour susciter la sympathie. Ma mère a partagé la publication. Cela a fait mal, mais pas assez pour m'arrêter. Puis ma sœur a commis sa deuxième erreur. Elle m'a envoyé un message direct. Si tu n'abandonnes pas ça, je dirai à tout le monde que tu m'as donné la permission et que tu as changé ton histoire pour l'argent de l'assurance. Je l'ai transféré à Isabelle et je n'ai pas répondu.
2 jours plus tard, l'histoire de ma sœur a commencé à se fissurer. L'officier a demandé les images du parking. Mon expert en assurance a demandé le rapport de police et ma déclaration. Le gestionnaire de mon immeuble a confirmé que ma sœur n'était pas autorisée à prendre quoi que ce soit dans mon logement. Un voisin s'est souvenu l'avoir vue partir dans ma voiture parce qu'il promenait son chien et avait trouvé étrange qu'elle conduise si vite dans le parking. Chaque détail qu'elle pensait rester caché est apparu. Mes parents ont appelé le bureau d'Isabelle au lieu de moi. Mon père a exigé une réunion de famille. Isabelle lui a dit que j'étais prête à les rencontrer dans un lieu neutre avec sa présence si le but était le remboursement et les limites, et non la pression émotionnelle. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence d'Isabelle. Mes parents sont arrivés raides et offensés. Ma sœur est arrivée en retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, et a refusé de regarder le classeur. Isabelle a résumé les faits. Ma voiture avait été prise sans permission. La clé de secours semblait avoir été retirée de mon appartement. Ma sœur avait accidenté le véhicule et il y avait des déclarations contradictoires sur les lieux. Mon père a interrompu 2 fois. Isabelle l'a fait taire les 2 fois avec un calme, « S'il vous plaît, laissez-moi terminer. » Puis elle a ouvert le classeur. Elle a fait glisser des copies sur la table. Le SMS où je disais « Ne prends pas ma voiture ». L'image de ma sœur partant avec la clé. L'heure précise du départ de ma voiture. Le rapport de l'accident. Et le message de menace qu'elle avait envoyé après coup. Le visage de ma sœur changeait à chaque page. « Pourquoi me fais-tu ça ?» a-t-elle chuchoté. J'ai fini par répondre « Parce que tu te le es fait à toi-même et que tu as essayé de me remettre la punition. » Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Puis Isabelle est passée à la section argent. Mon père a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai dit, « Tout ce que j'ai payé pendant que vous me disiez qu'aider ma sœur était ma responsabilité. » Ma mère a tendu la main vers les pages, ses yeux descendant les colonnes, loyer, dette, facture, virement d'urgence, virement d'urgence, virement d'urgence. Le total en bas a fait trembler sa main. « Camille » a-t-elle murmuré, « Je ne savais pas que c'était autant. » Je l'ai regardée et j'ai dit, « Tu n'as pas demandé parce que ne pas savoir rendait les choses plus faciles. » Ma sœur a rétorqué, « Alors maintenant tu comptes les points. » J'ai dit, « Non, je montre le tableau d'affichage que tu as construit. » Isabelle a expliqué la résolution proposée. Ma sœur coopérerait avec l'enquête, corrigerait toute fausse déclaration sur la permission, accepterait la responsabilité de la franchise et des dommages non couverts par l'assurance, signerait un accord de remboursement pour une partie des prêts documentés et cesserait de me contacter directement. Ma sœur a ri. Je ne signerai rien. Isabelle a hoché la tête. C'est votre choix, alors nous procéderons formellement. C'est à ce moment-là que mon père s'est enfin tourné vers ma sœur. Vraiment tourné. As-tu pris la clé de secours, a-t-il demandé. Ma sœur s'est figée. Ma mère a murmuré son nom. Et dans ce minuscule silence, le mythe familial s'est brisé. Ma sœur n'a pas avoué dans un moment de film dramatique. Elle a fait quelque chose de pire pour elle-même. Elle a attaqué. Je l'ai prise parce qu'elle n'aide jamais à moins de pouvoir contrôler les gens, a-t-elle dit en me pointant du doigt, elle voulait que je supplie, elle veut toujours que je supplie. Ma mère a tressailli. Mon père a fermé les yeux. Isabelle a noté quelque chose. Je suis restée très immobile parce que je comprenais ce qui venait de se passer. Elle avait admis avoir pris la clé. Elle l'avait enveloppée dans un reproche, mais la vérité était à l'intérieur. Isabelle a levé les yeux. Donc, vous avez retiré la clé de secours de l'appartement de Camille sans sa permission. Ma sœur a réalisé trop tard. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon père a répété son nom, cette fois d'un ton bas et dangereux. Elle s'est retournée contre lui. Ne fais pas l'air choqué, tu m'as toujours dit que Camille s'en occuperait. La pièce est devenue silencieuse. Il était là, le secret sous tout notre système familial, prononcé par la personne qui en bénéficiait le plus. Tu m'as toujours dit que Camille s'en occuperait. J'aimerais pouvoir dire que d'entendre cela a guéri quelque chose.
Ce n'est pas le cas. Cela m'a fait me sentir vide. Pendant des années, je m'étais demandé si j'imaginais cette mise en scène. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que ma famille en demandait trop parce qu'ils me faisaient confiance. Peut-être que l'amour avait juste un aspect différent dans notre maison. Mais ma sœur l'avait dit clairement. Il l'avait entraîné à me voir comme le plan de secours. Et il m'avait entraîné à avoir honte si je refusais. Ma mère a commencé à pleurer pour de vrai alors. Pas fort, pas de manière théâtrale. Des larmes silencieuses qui glissaient sur son visage alors qu'elle nous regardait, ma sœur et moi. Nous pensions maintenir la paix, a-t-elle dit. J'ai presque cru qu'elle le pensait. Je savais aussi que la paix construite sur l'épuisement d'une seule personne n'est pas la paix. C'est une prise d'otage avec de meilleures manières. Mon père s'est frotté le front, pour une fois, il avait l'air vieux. Nous avons fait des erreurs, a-t-il dit. Ma sœur a ricané. Incroyable, maintenant tout le monde est contre moi. Personne n'était contre elle. C'était la partie qu'elle ne pouvait pas comprendre. Nous n'étions simplement plus entre elle et les conséquences. Pour elle, cela ressemblait à une trahison. La réunion s'est terminée sans sa signature. Elle est sortie en trombe, me traitant de monstre dans le couloir. Mes parents sont restés en arrière. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Ma mère a tendu la main vers la table comme si elle voulait toucher la mienne, mais s'est arrêtée à mi-chemin. « Camille, je suis désolée », a-t-elle dit. L'excuse est arrivée, mais pas profondément. Peut-être parce qu'elle arrivait trop tard. Peut-être parce que certaines excuses ne sont pas des ponts. Ce ne sont que des balises montrant où le pont se trouvait autrefois. J'ai dit, je ne suis pas prête à vous pardonner. Ma mère a hoché la tête, pleurant plus fort. Mon père a semblé vouloir argumenter, puis ne l'a pas fait. C'était nouveau. J'ai continué, je ne retire pas la plainte, je ne paie plus une seule facture pour elle, je ne prends plus d'appels concernant ses urgences, si vous choisissez de continuer à la sauver, c'est votre décision, mais mon argent, ma maison, ma voiture et mon nom ne font plus partie du plan de sauvetage. Ma voix n'a pas tremblé. Je l'ai remarqué. Ils l'ont remarqué aussi. Le processus formel a avancé plus vite après cela. La situation d'assurance de ma sœur était un désastre parce qu'elle n'était pas inscrite sur ma police et n'avait aucune permission de conduire. Mon assurance a couvert une partie de la perte après enquête, mais la franchise et les frais restants sont devenus une affaire civile. Le rapport de police reflétait le litige relatif à l'usage non autorisé et les preuves fournies. Que l'accusation devienne grave ou non n'était plus quelque chose que j'essayais de contrôler. C'était important pour moi. Je n'avais pas besoin de la détruire. J'avais besoin d'arrêter de la protéger de la vérité. Mais les conséquences ont une façon de s'accumuler quand quelqu'un a passé des années à les esquiver. Ma sœur a perdu son appartement parce que l'argent qu'elle attendait de moi n'est jamais venu. Elle a appelé mes parents, mais ils étaient déjà noyés sous leurs propres factures après des années à l'aider de manière plus modeste. Elle a essayé d'emprunter à des amis, mais sa campagne de sympathie en ligne s'est retournée contre elle lorsque l'un d'eux a vu son message de menace dans les documents que j'avais fournis pendant la plainte civile. Les gens ont commencé à poser des questions, pas publiquement au début, discrètement, en privé. Le genre de questions qui ruinent une histoire de victime soigneusement construite. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un email. L'objet était « Tu as gagné ». Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Mon premier instinct a été de me sentir coupable, ce qui m'a mise en colère contre moi-même. Même après tout cela, une partie de moi voulait encore vérifier si elle allait bien. Le traumatisme ne disparaît pas parce que vous prenez une décision forte. Les schémas ne s'effacent pas parce que vous finissez par les nommer. Je suis restée devant mon ordinateur ouvert pendant 10 minutes avant de transférer l'email à Isabelle sans l'ouvrir. Isabelle m'a dit plus tard que ce n'était pas une excuse. C'était une exigence déguisée en excuse. Ma sœur voulait que je signe une déclaration disant que la voiture avait été un malentendu pour qu'elle puisse éviter des dommages à long terme. Elle a aussi écrit que si je l'aimais, je ne laisserais pas une mauvaise nuit définir son avenir. Une mauvaise nuit. Cette phrase est restée gravée en moi. Ce n'était jamais une mauvaise nuit.
C'était 4 années de paiement, une clé volée, une voiture démolie, une fausse déclaration, une famille entraînée à détourner le regard. L'accident n'était pas le début. C'était juste la première fois que ses choix laissaient des traces de freinage assez visibles pour que tout le monde les voie. Mes parents ont demandé à me voir pour un café 2 semaines plus tard. J'ai failli dire non. Puis j'y suis allée, non pas parce que je leur devais, mais parce que je voulais entendre ce qu'ils diraient sans ma sœur dans la pièce. Ma mère avait l'air nerveuse. Mon père avait l'air humble d'une manière que je n'avais jamais vue. Il a dit, « Nous t'avons fait défaut. » Pas, « Nous avons tous fait des erreurs. » Pas, « Les choses ont dérapé. » Nous t'avons fait défaut. J'ai fixé mon café parce que le regarder faisait mal. Ma mère a dit qu'ils avaient commencé à aider ma sœur à trouver un plan de paiement, mais qu'ils ne lui donnaient plus d'argent directement. Elle a dit qu'il lui avait dit qu'elle avait besoin d'une thérapie, d'un conseil financier et d'une responsabilité juridique. Je ne savais pas si cela durerait. Je ne le sais toujours pas. Mais c'était la première fois qu'il parlait d'elle comme d'une adulte responsable de sa propre vie. Puis ma mère a demandé, « Que pouvons-nous faire pour arranger les choses avec toi ?» Cette question aurait dû faire du bien. Au lieu de cela, elle semblait impossible. J'ai dit, « Vous pouvez arrêter de me demander de retourner à un rôle qui me tuait. » Mon père a hoché la tête lentement. Ma mère a pleuré à nouveau. Je ne l'ai pas consolée. Cela peut paraître froid, mais c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. J'avais passé toute ma vie à gérer les émotions de tout le monde. Ce jour-là, j'ai laissé ma mère avoir les siennes sans en faire mon travail. Le dénouement final est arrivé 3 mois plus tard dans une salle de conférence de tribunal, pas un procès dramatique avec un public comble. Les conséquences réelles sont souvent plus silencieuses que ce que les gens imaginent. Ma sœur avait l'air fatiguée, pas d'une fausse fatigue, mais vraiment épuisée. Les lunettes de soleil avaient disparu. L'attitude était plus faible. Elle avait un avocat commis d'office pour l'affaire connexe et avait accepté une résolution comprenant une restitution, une déclaration corrigée, des travaux d'intérêt général et une thérapie obligatoire. Du côté civil, elle a signé un accord de remboursement pour la franchise et une partie de l'argent documenté qu'elle avait emprunté sous des promesses claires de remboursement. Ce n'était pas les 35 000 € complets. Je n'ai pas attendu cela. L'argent comptait, mais ce n'était plus l'essentiel. L'essentiel était que pour une fois, sa signature était au bas de ses propres conséquences au lieu des miennes. Avant de signer, elle m'a regardée et a dit, « Es-tu heureuse maintenant ?» L'ancienne Camille se serait expliquée. Elle aurait dit, « Non, bien sûr que non, je n'ai jamais voulu ça, je t'aime, je suis désolée que ça en soit arrivé là. » Elle aurait essayé d'adoucir la vérité pour que ma sœur puisse l'avaler sans s'étouffer, mais je n'étais plus disposée à mâcher la réalité pour elle. J'ai simplement dit, « Je suis libre maintenant. » Elle a détourné le regard la première. Mes parents sont venus avec elle ce jour-là, mais ils ne se sont pas assis à ses côtés de la même manière protectrice. Ma mère se serrait les bras. Mon père gardait les mains jointes. Quand ma sœur a essayé de les blâmer dans le couloir en disant, « Vous la laissez vraiment me faire ça », mon père a dit, « Tu as fait ça. » 3 mots. Simple, tardif, nécessaire. Ma sœur l'a regardé comme s'il avait parlé une langue étrangère. Peut-être que la responsabilité sonnait comme une langue étrangère pour elle. Elle avait vécu si longtemps dans un foyer où l'amour signifiait le sauvetage que tout le reste ressemblait à de la cruauté. Après que tout a été signé, Isabelle m'a accompagnée jusqu'à l'ascenseur. Elle m'a demandé comment je me sentais. J'ai pensé à mentir et à dire soulagée. J'étais soulagée, mais ce n'était pas toute la vérité. Je ressentais aussi du chagrin. J'avais perdu une voiture, de l'argent, de la confiance et le fantasme que ma famille me protégerait si la vérité était assez évidente. J'avais aussi perdu la version de moi-même qui croyait que l'amour devait être prouvé par l'autodestruction. Cette perte faisait mal, mais elle faisait aussi de la place. Le petit cadeau que je leur avais fait n'était pas une vengeance de la manière dont ma sœur l'imaginait. Je n'ai pas crié de secret lors d'un dîner de famille. Je ne l'ai pas détruite en ligne. Je n'ai pas cherché l'humiliation pour le spectacle. Je leur ai donné des preuves.
Je leur ai donné du silence là où ils attendaient de la panique. Je leur ai donné des limites là où ils attendaient de la culpabilité. Je leur ai donné la vérité dans un classeur si organisé qu'ils ne pouvaient pas le plier en une autre excuse. Et ce cadeau a tout changé. Ma voiture a finalement été déclarée en perte totale. Le remboursement de l'assurance n'était pas parfait, mais c'était assez pour que j'achète une autre voiture d'occasion après avoir ajouté quelques économies. La première fois que je l'ai ramenée chez moi, j'ai pleuré sur le parking. Pas à cause de la voiture elle-même, mais parce que personne n'en avait la clé à part moi. Ce petit fait semblait énorme. J'ai changé mes contacts d'urgence. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne dans une autre banque. J'ai arrêté de partager des abonnements, des mots de passe, des cartes et des explications. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger chaque soir à 22h. Au début, le silence semblait artificiel. Puis il a ressemblé à de l'oxygène. Ma sœur a bien essayé de me recontacter. Anniversaire, vacances, emails aléatoires tard dans la nuit avec des objets comme « S'il te plaît lis et tu me manques ». Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Une fois, des mois plus tard, elle a envoyé un message qui disait simplement « Je suis en thérapie, je sais que je t'ai fait du mal ». J'ai lu celui-là. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être qu'un jour il y aura une conversation. Peut-être pas. Le pardon n'est pas une porte que les gens peuvent enfoncer parce qu'ils ont enfin trouvé les bons mots. C'est quelque chose que je décide depuis le côté sécurisé du verrou. Mes parents et moi reconstruisons encore, lentement et de manière inégale. Ils m'invitent à dîner maintenant sans mentionner les problèmes de ma sœur. Parfois, ma mère se surprend à dire qu'elle a des difficultés, puis s'arrête. Mon père m'a demandé une fois si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. Et quand j'ai dit non, il n'a pas eu l'air déçu. Cela peut paraître petit, mais dans ma famille, les petits changements sont parfois les seuls crédibles. Je ne fais plus confiance facilement, mais j'observe les schémas. Les excuses sont des mots. Les schémas sont des preuves. Le plus étrange, c'est que les gens demandent encore si je pense être allé trop loin. Ils entendent police, avocat, accord de remboursement, et ils imaginent que j'ai choisi la punition plutôt que la famille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ma sœur a appelé les flics contre moi après avoir crashé ma voiture. Mes parents ont pris son parti avant de demander la vérité. Je n'ai pas créé l'incendie. J'ai juste arrêté de les laisser utiliser ma vie comme seau d'eau. Alors non, je ne le regrette pas. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Je regrette chaque fois que j'ai confondu être nécessaire avec être aimé. Je regrette d'avoir appris aux gens que mes limites étaient négociables s'ils pleuraient assez fort. Mais je ne regrette pas le classeur. Je ne regrette pas l'avocate. Je ne regrette pas le dépôt de plainte. Et je ne regrette certainement pas le moment où j'ai arrêté de sauver quelqu'un qui était prêt à me laisser me noyer. Parce que parfois, la famille que vous continuez de protéger ne vous protège pas en retour. Parfois, la personne qui vous traite de cruel est seulement en colère parce que vous avez cessé d'être utile. Et parfois, la plus grande vengeance n'est pas de ruiner la vie de qui que ce soit. C'est de reprendre sa propre vie si complètement qu'ils ne peuvent plus atteindre les parties de vous qu'ils contrôlaient autrefois. C'était le cadeau que je leur ai fait. Cette histoire met en lumière une dynamique familiale toxique que l'on retrouve malheureusement dans beaucoup de foyers, le syndrome de l'enfant sauveur face à l'enfant roi. En France, la pression sociale et culturelle sur la solidarité familiale est extrêmement forte, ce qui rend la décision de Camille encore plus difficile et courageuse. Souvent, on confond loyauté et sacrifice de soi. Camille a compris que sa gentillesse servait de béquille à l'irresponsabilité de sa sœur et au déni de ses parents. En utilisant les outils de la loi et de l'organisation pour se défendre, elle n'a pas cherché la vengeance, mais la protection de son intégrité mentale et financière. Le moment où elle réalise que ses parents la considèrent comme un outil plutôt que comme une personne est un tournant émotionnel majeur. C'est une leçon sur l'importance des limites, même et surtout envers ce que l'on aime. Le pardon ne signifie pas le retour à l'abus, et Camille nous montre qu'on peut aimer sa famille tout en refusant d'être leur victime. La reconstruction de soi après des années de manipulation est un long chemin, mais comme elle le dit si bien,
le silence finit par devenir de l'oxygène. Que pensez-vous de la réaction de Camille face à sa famille et auriez-vous eu le courage de porter plainte contre votre propre sœur si elle avait agi de la sorte pour vous protéger d'une fausse accusation policière ?